Bonjour et bienvenue dans votre tribune où nous allons parler d'une problématique qui constitue de nos jours l'une des préoccupations les plus partagées dans le monde, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement comme le Sénégal. Nous allons parler de l'emploi. Chers téléspectateurs d'Africa 7, bienvenue dans votre premier numéro de Citizen TV Job, l'émission qui vous donne les clés pour comprendre les problématiques liées à l'emploi. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Monsieur Baba Youm, directeur du cabinet de management et de communication, ancien DRH également de la BOAD. Et j'ai également avec moi Dr Ba. Donc vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Messieurs, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Youm, on constate que beaucoup de jeunes qui sortent de leur formation ont du mal à s'insérer dans le milieu professionnel. Quelle est la lecture que vous en faites? C'est le constat qui est fait, mais c'est la réalité. C'est la réalité, tout à fait. Du terrain, beaucoup de problèmes se posent à ce niveau. En premier lieu, voilà le problème de l'adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Quand on sort de l'école, on n'est pas forcément préparé à tenir un emploi en entreprise. Il y a un long parcours du combattant par lequel il faut passer pour être dans une situation de ce qu'on appelle l'employabilité, c'est-à-dire qu'on puisse être dans une situation où on peut être opérationnel en entreprise. Voilà un peu pour ne pas trop mobiliser la parole au départ. Oui. Je lance quelques pistes qui permettront un peu de comprendre cette problématique et de pouvoir la prendre en charge ultérieurement. Donc l'adéquation entre les formations et la réalité du travail. Principalement, ce qu'on appelle l'employabilité. D'accord. Voilà. Le président de la République, lors de sa prise de fonction en 2012, a déclaré qu'il allait créer 500 000 emplois. Est-ce que vous pensez que le projet est réalisable? On peut créer plus de 500 000 emplois. Mais actuellement, quand on parle emploi, les gens pensent automatiquement à l'emploi salarié. Ça pose problème. Quand on parle emploi, on pense automatiquement à l'emploi des jeunes diplômés. Alors qu'on a une pléthore de jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas fréquenté les circuits traditionnels de l'éducation, et qui ont droit aussi à l'emploi, et qu'on peut employer dans des niches qui sont restées jusqu'à présent inexplorées. Je ne parle pas en politique, moi je ne suis pas en politique, je suis un professionnel. Créer 500 000 emplois ne pose pas de problème, quand on sait qu'on a des gisements énormes. Le premier gisement pour créer des emplois, c'est l'artisanat. L'artisanat a l'avantage de prendre en compte aussi bien des jeunes diplômés que des jeunes non diplômés, qui constituent quand même la majorité des jeunes de ce pays. Si on organise l'artisanat, on met en place des mesures incitatives et des mesures d'aide, on peut créer plus de 500 000 emplois au Sénégal. Premièrement, il y a l'artisanat, ensuite il y a l'agriculture, qui est un terreau traditionnel, c'est le cas de le dire, pour créer des emplois, et on peut créer beaucoup d'emplois dans ces deux secteurs-là. Donc, on peut créer plus de 500 000 emplois. D'accord. C'est rassurant déjà. Absolument. D'accord. La situation en général de l'emploi, quels sont les secteurs au Sénégal qui sont aujourd'hui porteurs d'emploi? Mais tous les secteurs sont porteurs d'emploi. Le problème, c'est la sélection à l'entrée. Les conditions sont telles que on a beaucoup de jeunes qui sont formés, mais on ne peut pas les utiliser. Si je vous dis qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, qui ne sont pas pourvus, ça existe. D'accord. Alors qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des emplois et qui n'en trouvent pas. Tout à fait. D'accord. Au niveau du chômage au Sénégal, c'est difficile de trouver des chiffres exacts. Qui sont très difficiles à trouver. Qu'est-ce qu'on appelle un chômeur, oui. Un sans-emploi, oui. Un chercheur d'emploi. On met tous ces vocables-là et toutes ces situations dans le même vocable de chômeur. Alors que ce n'est pas des chômeurs. D'accord. Un chômeur, c'est quelqu'un qui a perdu son emploi et qui est à la recherche d'un nouvel emploi.
D'accord. Ça peut être aussi les jeunes qui rentrent dans la vie professionnelle. Ça, c'est des jeunes à la recherche d'un premier emploi. D'accord. C'est Donc des ils ne sont pas situations considérés comme chômeurs. qui sont différentes. Ce pas des chômeurs. D'accord. C'est des chercheurs d'emploi. Docteur Ousmane Ba, pour parler toujours du chômage, quelle lecture faites-vous justement de ce chômage endémique et structurel au Sénégal? Merci beaucoup, Fama. Je commence d'abord par vous féliciter pour l'émission et je salue au passage vos téléspectateurs. Je salue aussi M. Youm. Alors, je pense que M. Youm a un peu campé le débat sur la question du chômage. Et il y a une typologie du chômeur, une typologie classique. Mais je pense qu'ici, ce qui est intéressant, c'est de voir la perception sociologique que ça peut donner. Alors, on appelle qui est chômeur et qui ne l'est pas. C'est important de préciser. Effectivement, dans notre représentation, on appelle chômeur, comme il a dit, quelqu'un qui a perdu son emploi et qui est à la recherche, n'est-ce pas, d'un nouvel emploi. Mais aujourd'hui, effectivement, si vous regardez par rapport aux demandeurs d'emploi, il y a une confusion totale. Quelqu'un qui est maîtrisard, qui dit, voilà, donc, je suis chômeur. Donc la conception et la représentation de notre société par rapport à ces questions, je pense qu'il est clair, si vous voulez, par exemple, de les poser sur la table. D'où l'effort de cette émission-là, ou son impact. Alors, moi, je pense que on a, depuis la plupart des gouvernements ont essayé sur la question de régler la question du chômage. Alors, je pense que chacun vient avec des orientations, chacun vient avec, si vous voulez, par exemple, des intentions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je pense qu'au finish, ce n'est pas la question du chômage en tant que tel qui est mis, par exemple, sur la table. Mise sur la table, autant pour moi, mais c'est, si vous voulez, là, comment résorber ce gap de l'insertion professionnelle. C'est-à-dire, entre l'insertion et le chômage, il y a, si vous voulez, par exemple, toute une confusion qu'il faut, de mon point de vue, clarifier, parce que tout simplement, comme il a dit tout à l'heure, le chômeur c'est quelqu'un qui est à la recherche de nouvel emploi, mais ici je pense que le problème se pose tellement en un point essentiel qu'on pourrait appeler, si vous voulez, par exemple, l'insertion professionnelle, n'est-ce pas, de nos diplômés, etc. Mais il a dit aussi, M. Yim a dit quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on pense beaucoup aux diplômés, mais on ne pense pas, si vous voulez, par exemple, à un ouvrier. Voilà, qui est là, ou à quelqu'un qui n'a pas fait les bancs, mais qui quelque part effectivement a un savoir-faire, ce que j'appelle par exemple un savoir-faire populaire, un savoir-faire par exemple technique aujourd'hui qui n'est pas valorisé par exemple. Ce qui fait que donc aujourd'hui on a cette cacophonie dans le cadre, si vous voulez, par exemple de la perception de non seulement de la société sur la question, si vous voulez, par exemple du chômage. Il y a une spécificité au niveau du chômage entre Dakar, banlieue et la sous-région, les régions? Oui, c'est-à-dire c'est important parce que tout simplement, vous savez, quand le Sénégal n'est pas seulement, si vous voulez, Dakar. Et aujourd'hui, on a vu effectivement tout est concentré à Dakar. C'est-à-dire qu'il faudrait faire ce qu'on appelle une lecture profonde de la situation, n'est-ce pas, du chômage. Ce qui fait que donc, les gens qui sont dans ce qu'on appelle les zones urbaines, c'est-à-dire les zones urbaines où on a, si vous voulez, par exemple, un nombre important, n'est-ce pas, d'habitants et de populations, mais et les gens qui sont dans ce qu'on appelle les zones rurales. Et si on regarde que les politiques, si vous voulez, de l'emploi, ces politiques-là souvent sont en relation, si vous voulez, par exemple, avec la question du chômage. Je vous donne un exemple. Ça veut dire aujourd'hui, si on n'a pas une bonne politique d'orientation dans ce qu'on pourrait appeler l'insertion, mais aussi dans la formation et l'absorption, si vous voulez, par exemple, de nos jeunes diplômés, et ça peut se répercuter dans ce qu'on pourrait appeler, par exemple, le taux, n'est-ce pas, peut résorber, si vous voulez, par exemple, un gap intéressant dans ce qu'on appelle les zones rurales. Aujourd'hui, prenons le cas, par exemple, de l'agriculture. C'est effectivement, et c'est un lambeau, notre agriculture actuellement. Il n'y a pas une véritable politique, si vous voulez, par rapport à l'agriculture, ce qui fait que donc on a un exode rural. Et cet exode rural-là, aujourd'hui, va pousser effectivement ces jeunes agriculteurs qui n'arrivent plus à avoir, si vous voulez, par exemple, des intrants, qui n'arrivent plus à avoir, si vous voulez, par exemple, ces espaces terriens, n'est-ce pas, à venir squatter au niveau, si vous voulez, par exemple, des zones urbaines. Ce qui fait que donc aujourd'hui, on a une certaine massification de chômeurs ou des demandeurs d'emploi au niveau de la capitale que par rapport, si vous voulez, dans les zones rurales. Et ça, c'est important à préciser. Mais aussi, il y a une autre dimension qui est intéressante, c'est la dimension genre. C'est-à-dire aujourd'hui, les femmes qui sont dans ces situations de chômage sont beaucoup plus importantes, le taux, que si vous voulez, on suit par exemple les statistiques de la SNDS, la Stratégie nationale de développement économique et social, que les hommes.
Donc là aussi, je Les pense femmes que sont plus touchées. oui, Oui. sont beaucoup plus touchées. C'est pourquoi on parle effectivement de la féminisation de la pauvreté quelque part, ou même du chômage. Donc c'est cette victimisation aussi, je pense qu'il faut prendre ça en considération n'est-ce pas, dans cette lecture-là. D'accord. Monsieur Youn, quelle est la mission des cabinets de conseil? Mais le cabinet de conseil est un facilitateur entre les entreprises qui ont besoin de certains profils spécifiques et des chercheurs d'emploi qui sont sur le marché, qui sont à la recherche d'un emploi correspondant à leur qualification. Donc, le cabinet est l'intermédiaire qui permet cette mise en relation, bien entendu au passage, en faisant les différentes sélections nécessaires pour permettre d'identifier les profils correspondant aux besoins des entreprises. Vous recevez beaucoup de candidatures? On en reçoit énormément des candidatures spontanées. Oui. Une idée par semaine à peu près? Par semaine, ça dépend. En moyenne, il faut compter quand même 200 à 300 demandes d'emploi par mois. D'accord. Vous avez actuellement des offres à pourvoir? Actuellement, ce qu'on recherche, on recherche un informaticien. Un informaticien. Qui a 5 ans d'expérience, mais qui est spécialiste également en informatique industrielle. D'accord. Bon, le message est passé. Voilà, peut-être que vous le trouverez via Citizen TV Job. D'accord. Est-ce que vous avez... Comment se passe justement un test de recrutement avec vous? Vous savez, il y a toute une procédure depuis l'expression du besoin par le client jusqu'à la présélection des candidats, jusqu'à la sélection finale. Pour chaque... vous avez forcément du client. D'accord. Qui exprime un besoin. On travaille sur le profil, on lui fait une proposition pour l'annonce à faire passer dans les journaux ou dans les supports traditionnels sur Internet, dans des sites spécialisés. On recueille les réponses des candidats et on a une procédure de sélection. On a une grille de sélection qui récapitule toutes les exigences du poste, ce qui permet de pouvoir en un seul coup d'œil, voir quel est le niveau d'adéquation par rapport au poste qui est à pourvoir. On peut vous appeler un chasseur de tête? Ça nous est arrivé de chasser des têtes. Donc, ça fait partie de nos attributions. D'accord. Quel conseil vous pourriez donner justement aux prochains candidats qui auront l'occasion de... Un candidat, il faut d'abord qu'il se prépare. Ce qu'on constate au Sénégal, c'est que dès que l'annonce paraît, vous voyez un boulanger qui répond à une annonce pour un mécanicien. En se disant que si on me donne ma chance, je vais la saisir. Je vais la saisir et je vais vous prouver que je suis quelqu'un d'assez dégourdé. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, il y a un profil. Pour savoir si vous avez des chances de passer, vous allez voir par rapport aux exigences du poste, si vous répondez à ces exigences qui sont essentielles. Parce que il y en a qui sont consubstantiels au poste, ça veut dire qu'on ne peut pas les dissocier du poste. Donc, si vous avez les compétences et les qualifications qui sont en relation avec ce poste-là, vous avez plus de chances de passer que quelqu'un qui se dit, bon, moi je vais tenter ma chance, ou je vais répondre parce que j'ai fait un master en tel, ça ne passe pas. Il faut avoir une certaine logique dans ces démarches. C'est ça. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le diplôme seulement ne suffit pas. Il faut l'expérience professionnelle. Même pas, je ne parle même pas d'expérience, parce qu'on peut tout le temps, on dit que ouais, c'est la sélection par l'expérience à l'entrée, non. Aujourd'hui, pour augmenter ses chances de trouver un emploi, il faut d'abord être bilingue, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Non seulement il faut être bilingue, mais également sur le plan de l'utilisation de l'outil informatique, il faut être très performant. Parce que quelquefois, vous voyez dans le CV, oui, anglais, informatique, on vous donne des trucs que vous ne... Il vous suffit d'appeler la personne. Parce qu'on procède comme ça par moment. On l'appelle, on commence à lui parler. On commence à lui parler en anglais. Ah oui, ah pardon. Je dis, vous êtes bien M. Ousmane Ba. Oui, vous avez mis sur votre CV que vous parlez bien anglais. D'accord. Oui, non, c'est que ça fait un moment, je n'ai pas pratiqué, ça ne passe pas. D'accord, oui.
ça ne passe pas. Il faut être bilingue, pouvoir travailler en anglais. Il faut pouvoir être autonome sur le plan informatique. C'est pas pouvoir faire un texte sur Word pour dire que je suis bien en informatique. Non. Il faut être dans des fonctions avancées qui vous permettent, dans le cadre de votre travail, d'être autonome. Vous pouvez faire un travail du début jusqu'à la fin sans avoir besoin de recourir à une traduction ou à une saisie informatique. Donc ça augmente les chances des candidats pour postuler à des emplois. Donc pour réussir, sans pour autant parler d'expérience. D'accord. Mais pour réussir, donc l'entretien, il ne faut pas tricher sur le CV d'abord. Non. De toute façon, si vous trichez sur le CV, vous savez, il y a des protocoles d'entretien qui permettent de vérifier un certain nombre d'informations qui sont données dans le CV, qui permettent également de vérifier le niveau d'adéquation par rapport aux exigences du poste. Donc, vous ne pourrez pas passer. Vous savez, quand j'ai démarré ma carrière, j'ai eu à prendre quelqu'un, un faussaire très intelligent, mais pas assez pour passer le filtre. C'est quelqu'un qui a, pour un poste de promoteur-vendeur, qui avait envoyé un CV avec un DUT en technique de commercialisation. Quelques mois après, on a reçu une réponse pour un poste d'électromécanicien. Je me souviens qu'il y a un actuel ministre qui était candidat à ce poste-là. C'est d'ailleurs lui qui avait été retenu. Et c'est la même personne qui a repostulé. Qui a repostulé avec un DUT en génie électroméca. Je dis, tiens, je connais ce nom. Je connais déjà. Je dis, je connais ce nom-là. Et puis je suis allé chercher dans mes fichiers. Je l'ai convoqué pour un entretien. Quand il est venu, je lui ai sorti ces 2 DUT. Le gars voulait fuir, je lui ai dit, non, attendez. Vous voyez, il y a des gens qui sont à l'entrée là-bas qui vous attendent. Donc, ça ne sert strictement à rien de tricher parce que dans tous les cas de figure, vous serez pris. Docteur Ba, qu'est-ce que vous en pensez de ces personnes qui postulent comme ça à tort et à travers sur n'importe quel poste sans forcément avoir les qualifications qui vont avec? C'est quoi, c'est une espèce de désespoir ou comment est-ce qu'on peut appeler ça? Je pense que je vais aborder un peu sur ça, mais un peu aussi sur ce que M. Youm a dit tout à l'heure. On a ce qu'on appelle des avantages comparatifs. Il a touché les 2 avantages comparatifs, à savoir l'artisanat, l'agriculture. Mais on a aussi ce qu'on appelle la mer, la pêche. On a aussi ce qu'on appelle la jeunesse. Aujourd'hui, le draft, si vous voulez, par exemple, du recensement de 2012, actuel, nous donne effectivement que les moins de 20 ans font presque 52% de la population. Et je pense que déjà, c'est un avantage comparatif. Et en ce qui concerne maintenant ce qu'il vient de dire, je pense que c'est au niveau de la formation qu'on peut, par exemple, nous les enseignants, par exemple, qu'on peut arriver à changer le comportement des gens. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle connaissance, attitude et pratique. Et la connaissance, elle est importante, mais l'attitude, autrement du point de vue psychologique, aussi, dépend aussi de la nature de notre société. Ce qui fait que donc aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un manque réel d'emploi que les gens pensent effectivement que par le copinage, ça peut passer. Il y a beaucoup de... Il a cité un seul élément, mais il y en a beaucoup. Et effectivement, il y a certaines entreprises, il y a certains cabinets aussi, il faut le dire, qui utilisent, par exemple, qui jouent sur cet élément-là, parce qu'il y a beaucoup aussi de demandeurs d'emploi qui sont victimes, si vous voulez, par exemple, des chantages, si vous voulez, par exemple, de certains cabinets, etc., qui, quelque part, ont créé, M. Guillaume peut en parler, on crée des cabinets comme ça, sans pour autant qu'on ait de l'expérience. Un commerçant, si vous voulez, de Sandaga, qui a des millions, etc., qui n'a même pas fait les bancs, donc il est promoteur d'un cabinet,
il me confie par exemple ce cabinet-là, mais je suis sur le dictat de ce commerçant de Sandaga-là. Et je sais que donc c'est l'image de la nature de la société aujourd'hui. Si on a une société aujourd'hui qui forme des individus dans la normalité, effectivement, nous pourrions aller, si vous voulez, par exemple, dans cette orientation-là. C'est ça que je peux dire en ce qui concerne, si vous voulez, par exemple, dans le cadre de ce recrutement. D'accord. Merci Dr Ba. On sera amené à se revoir très régulièrement, je pense, sur le plateau de Citizen TV. Merci beaucoup à vous. Alors, nous accueillons sur le plateau donc Emmanuel Henao. Emmanuel, bonjour. Bonjour Fama. Emmanuel, donc vous êtes le directeur et le cofondateur de skilledafricans.com. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre structure? Oui, avec plaisir. Donc, je suis ravi d'être sur ce plateau, de rencontrer M. Youm et de vous parler de skilledafricans.com, qui est un réseau social à vocation professionnelle. Et donc finalement, pour que les gens comprennent de manière très directe, c'est un Facebook, mais dont le contenu est dédié pratiquement exclusivement au développement personnel et professionnel, et on essaie de structurer les échanges entre les membres pour qu'ils puissent trouver des opportunités de collaboration, se former, avoir accès à des offres d'emploi, poster des éléments qui les concernent et qui contribuent à enrichir la communauté. Voilà, donc c'est le réseau social, mais le contenu est dédié au monde professionnel. En 2 mots, des chiffres, skilledafricans.com, c'est 600 000 membres dans 50 pays d'Afrique, avec beaucoup de Sénégalais, on a à peu près 50 000 Sénégalais, on a 40 000 Ivoiriens, des Ghanéens, des Nigérians, donc un focus Afrique de l'Ouest, mais on a vocation à se développer dans toute l'Afrique évidemment. D'accord. Donc Emmanuel, tout au long de notre réflexion donc, sur l'emploi, vous animerez un atelier avec nous donc, que vous avez nommé employabilité et web. De quoi s'agit-il? Alors l'idée c'est, et je rebondis un peu sur ce qu'a dit M. Youm tout à l'heure sur le processus de recrutement des personnes qui recherchent un emploi. C'est certes, il y a des cases qu'il faut remplir, des étapes qu'il faut respecter, mais il y a de manière plus générale, et ça nous on l'a vu à travers notre réseau, une forme de savoir-être, une forme de capacité à se vendre qui est souvent mal maîtrisée par les chercheurs d'emploi, ou en tout cas c'est toujours un facteur de stress, et donc ça demande de la préparation. Et donc sur notre site, on retrouve assez souvent des personnes qui viennent nous demander « Donne-moi un job, je veux un emploi, trouve-moi un métier ». Et évidemment, ça ne donne pas envie de parler avec cette personne. Ce qui donne envie de parler à une personne, c'est quand une personne s'intéresse à vous, c'est quand une personne sait dire ce qu'elle veut, sait dire ce qu'elle est. Et donc finalement, c'est cette identité professionnelle, cette partie-là qu'il faut construire, et il faut aider les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, à mieux formuler cela. Et donc dans le cadre de la rubrique, l'idée, ça va être d'aborder ces points pour aider nos téléspectateurs peut-être à mieux structurer, à mieux se préparer lorsqu'il faut justement aller devant M. Youm et ses employés, enfin ses consultants, pour se valoriser, pour bien exprimer sa compétence. Et tout ça, ça demande pas du travail. L'idée, ça va être justement peut-être de faire ça sous forme de jeu, je sais pas, un peu ludique. Il s'agit de se préparer. Voilà. Et donc, je vous donne juste un exemple précis. Je pense, et ça c'est un adage qui est bien connu dans votre milieu, c'est qu'on a très rarement l'occasion de faire une bonne impression 2 fois. Hein. La première fois est souvent déterminante, et si on se plante, si on se loupe, eh ben, on laisse une mauvaise impression tout simplement. Donc comment on fait pour, dès la première fois, donner une première bonne impression? Et évidemment c'est un peu de travail, et c'est ça qu'on pourrait essayer ensemble de trouver. D'accord. Hein, donc voilà, vous serez notre spécialiste des techniques et des astuces. Voilà, j'espère en tout cas contribuer à libérer, voilà, nous on aime bien cette phrase-là, libérer, décloisonner les énergies professionnelles. Souvent, il y a des choses dans les gens, des compétences, des savoir-faire, et puis tout ça est un peu cloisonné par la présence d'un monsieur comme ça qui peut être imposant. Alors on ne sait pas très bien comment s'adresser à ce monsieur. Et en fait, il y a des techniques, voilà, pour se libérer et pour tirer le meilleur de ce que l'on est. Voilà, ça sera la première partie de la rubrique. Et puis la deuxième partie, ça me tient à cœur parce que c'est dans l'ADN de skilledafricans.com, c'est ce que le web représente aujourd'hui dans l'employabilité. D'accord ? Et en fait, ça fait exploser certains modèles. D'abord, c'est un outil économique qui crée de nouveaux jobs, de nouveaux métiers, mais ça fait aussi évoluer des métiers existants dans le marketing et dans la communication. Aujourd'hui, le web fait littéralement exploser ces disciplines-là, et donc il faut apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que le web est un outil pour réseauter,
et pour avoir une veille sur, et M. Youm le sait bien, sur ce dont le marché a besoin. Donc il faut savoir maîtriser aussi cet outil-là dans ce sens-là, le réseautage, c'est skilldafricans.com. Et enfin, la troisième partie qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est le web pour l'apprentissage et la formation. D'accord. Et donc aujourd'hui, grâce au web, on peut acquérir une nouvelle compétence, améliorer une compétence existante, parce que le marché de la e-éducation ou de la e-formation, mot à la mode, est en train aussi d'exploser, certes au nord, mais évidemment ici aussi, et c'est un chantier gigantesque à explorer. Et donc j'en parlerai aussi volontiers sur donc ce qui est possible, ce qui existe dans le web aujourd'hui, ce qui est plus ou moins compatible avec les jeunes étudiants sénégalais, les jeunes professionnels sénégalais. Et comme ça, on développera différentes possibilités pour notre audience. D'accord. Voilà. Bon, le rendez-vous est pris. Donc on vous retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Citizen TV Job, donc dans la rubrique employabilité et web. Avec grand plaisir. Donc, Monsieur Youm, merci. Emmanuel, merci, à la semaine prochaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. Un remerciement donc à la personne à l'initiative donc du retour de Citizen TV Job sur votre écran, donc Monsieur Abdouane. Remerciement donc à notre réalisateur et à son équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Citizen TV Job.